Le Bénin s'apprête à organiser pour la 7e fois les élections présidentielles depuis donc la session à l'ère du renouveau démocratique. Ces élections qui interviennent cette fois-ci dans un climat un peu tendu et bien sûr face donc aux divergences, aux frustrations nées de l'application du parrainage qui, qu'on le veuille ou pas, exclut certains nombres de candidats de l'opposition. Rappelez-vous qu'en 2019 déjà, et bien sûr pour des raisons de confort, de mise en conformité par rapport donc à la nouvelle charte des partis politiques, certains partis avaient été donc exclus du processus électoral. De frustration en frustration, aujourd'hui on se retrouve à une étape où bien sûr une certaine tension entoure l'organisation de l'élection présidentielle. Mais face à tout ceci, qu'est-ce qu'on attend de cette jeunesse? Va-t-elle se laisser manipuler, répondre à des soulèvements, ou va-t-elle garder son calme et œuvrer et avoir le sens du patriotisme? Qu'est-ce qu'on attend donc de cette jeunesse face donc à ces élections? Nous allons donc en parler sur ce plateau de Martin Eden, de Convainc-moi. Notre invité dira certainement un mot et bien sûr les acquis aussi donc du régime, en tout cas du régime finissant par rapport donc à cette jeunesse et de quoi, pourquoi pas, et bien sûr de quelles raisons la jeunesse a aujourd'hui à donc continuer à soutenir le régime en place. Merci de rester avec nous. Nous accueillons donc pour faire ce débat Abdoulaziz Abouba. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je vous ai déjà présenté depuis le début de cette émission, diplomate de formation, bien sûr, membre fondateur du Bloc républicain. Vous êtes également un jeune leader du COUFO, coordonnateur départemental du Lien national, COUFO, et puis membre également du groupe de réflexion des ENAC pour la République. Exactement. D'accord. Alors, à l'entame donc de cette émission, la campagne s'ouvre dans 48 heures exactement. Le premier tour de l'élection présidentielle prévu pour le dimanche 11 avril. Aujourd'hui, la mobilisation, donc, et bien sûr, elle est de plus en plus forte au niveau donc, des partis politiques, des partis engagés pour donc, cette élection présidentielle. Aujourd'hui, quels sont donc les enjeux, surtout quand on parle de la jeunesse, pour ces élections? Je vous remercie pour le sujet de l'émission parce que le moment s'y prête. D'emblée, moi, je pourrais dire que l'enjeu principal, c'est d'abord la paix. La paix grâce à laquelle vous et moi, nous sommes ici ce matin en train de parler. La paix grâce à laquelle nos mamans iront vendre leurs tomates au marché et rentrer le soir. La paix grâce à laquelle nos fonctionnaires iront travailler et revenir chez eux. La paix grâce à laquelle les ouvriers iront sur les chantiers travailler et rentrer chez eux. C'est d'abord l'enjeu principal. Et cela passe par la jeunesse. Et pourquoi vous placez la paix au centre des enjeux? A-t-on aujourd'hui des raisons d'avoir des craintes par rapport à la préservation de la paix? Non, pas forcément, mais vous voyez dans votre introduction, vous avez rappelé certaines choses. Donc il y a déjà eu certaines choses par le passé qui font qu'il faut aller au-devant de la scène, il faut parler, il faut sensibiliser. Et si la paix doit être menacée, c'est d'abord la jeunesse, parce que ce n'est pas les personnes âgées qui vont sortir dans la rue. Et donc pour ça, le message s'adresse à la jeunesse, qui doit forcément être citoyen, comme vous l'avez dit, qui doit forcément être patriotique. Et sortir dans la rue aujourd'hui, ça n'apporte rien de bon. Nous avons vu, et il y a des victimes des événements de 11, 2, 3 mai, qui font le témoignage aujourd'hui. Parce que sortir dans la rue, qui vous envoie sortir dans la rue, qui nous envoie sortir dans la rue? Pour quelles raisons? Et qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, le Bénin est en chantier. Ce ne sont plus des promesses aujourd'hui. On voit ce qui se fait dans le pays. Et donc, sur cette base-là, je crois que la jeunesse a le devoir d'accompagner. Et comme le chef de l'État l'a souvent dit, il travaille pour les générations futures. Et donc, c'est pour nous, nos enfants, qu'on travaille aujourd'hui. Et comme j'ai un ami qui se plaît à le dire souvent, les gens ont déjà bouffé pour nos papas. Ils ont déjà bouffé pour nous également. Et c'est pour nos enfants qui veulent bouffer. Le président Patrice Talon a dit non, il faut construire le pays. Est-ce que vous voyez? Le pays était-il un grenier à bouffe? Bon, ça c'est une façon de parler schématiquement. Vous voyez bien à quoi concrètement? Vous voyez bien ce que je veux dire. Et nous avons par le passé eu
a fait à des scandales énormes, à des détournements de fonds énormes dans le pays. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Il sera difficile aujourd'hui qu'on dise un ministre a détourné telle chose ou il y a eu un éléphant blanc quelque part. Parce que les fonds servaient forcément à quelque chose. Si vous voyez. Le siège de l'Assemblée nationale, par exemple, vous voyez, c'est là. Et c'est carrément un nouveau siège qui est en train d'être construit maintenant. Mais cela veut dire que c'est une perte énorme pour le pays. Tout ce qui a été engouffré. Il reste la lumière à faire quand même dans ce dossier. Hein. Je crois que ça se fera. Je crois que ça se fera. Vous avez vu par rapport à certaines affaires, ça a été fait. Je crois que ça se fera. La justice fera son travail. Voilà. D'accord. Alors, maintenant, quand vous parlez donc de cette jeunesse-là aujourd'hui, avant quand même de repréciser encore quel va être le comportement de cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle a pu bénéficier, justement quels sont les acquis la paix étant déjà un acquis pour tout le monde, on l'avait dit également. Alors, la jeunesse, qu'est-ce qu'elle a pu obtenir, justement? Je vous remercie. Le gouvernement en place a fait beaucoup pour la jeunesse. On a créé énormément des conditions pour l'épanouissement de la jeunesse. C'est vrai, quand vous êtes jeune et vous restez dans votre chambre, vous pensez que ça va changer, ça ne changera pas. Il faut sortir. Et il y a plus de conditions aujourd'hui qui sont créées pour que les jeunes aillent vers l'entrepreneuriat. Déjà, je vais commencer peut-être par la réforme du système partisan, qui est en train de renouveler tout doucement la classe politique. Quand vous voyez aujourd'hui au niveau de nos conseils communaux, on a suffisamment de jeunes. Ils ont même créé une association parce qu'ils sont nombreux. Quand vous prenez les maires aujourd'hui dans la République, vous voyez le maire de Kalalé, il n'a pas la trentaine. Le maire de Boukoumbe, je crois, il doit avoir 31 ans. Et la semaine dernière, j'ai fait un tour dans les zoos collines, j'ai accompagné quelques membres de la coordination nationale de campagne. Mais c'était formidable. Hein. Surtout dans le zoo, on a eu affaire pratiquement à des maires jeunes, partout. Et ça, c'est une fierté. Cela prouve que la classe politique a commencé par faire confiance à la jeunesse. Quand vous voyez au niveau de mon parti, le Bloc républicain, par exemple, on a une organisation des jeunes du Bloc républicain. Une organisation de masse. Donc, l'autonomisation de la jeunesse dans le parti a commencé. Mais par le passé, vous savez que c'est le président qui a son argent, c'est lui qui est le TG, c'est lui qui est le secrétaire général, c'est lui qui est tout dans le parti, qui décide tout. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Quand vous prenez les postes de responsabilité, que ce soit les postes politiques ou non, dans l'administration, la jeunesse est au cœur. On a fait confiance à la jeunesse et les résultats sont là et suivent. Est-ce que vous voyez? Vous pouvez aller au ministère je parle de ce que je connais. Au ministère des Finances, par exemple, la plupart des directeurs, vous voyez, mais c'est étonnant, mais c'était jeune. Vous voyez la digitalisation du pays qui est en train de se faire à petits coups. Au niveau de l'ACI, la plupart des directeurs sont des jeunes. Et le résultat suit. Si nous laissons ce domaine-là. Même quand vous avez, par exemple, au niveau de Sénécraké, par exemple, mais les chiffres suivent. C'est à la jeunesse qu'on a fait confiance à ce niveau-là. Il y a beaucoup de postes où on a promis des jeunes. Quand vous voyez l'entourage du chef de l'État, en réalité aussi, il y en a suffisamment. Ça veut dire qu'on a commencé par faire confiance à la jeunesse. Et le résultat suit. Les agences d'État qui ont été créées aujourd'hui, où, bon, au départ, les gens n'ont pas compris, beaucoup ont critiqué, mais ils ont commencé par comprendre que c'était pertinent. Le personnel de ces agences-là est essentiellement jeune. Et ça va très vite dans le travail. La DEJ, qui a été créée pour la jeunesse. Le conseil d'administration est essentiellement de jeunes. Le DG est jeune. Au niveau de l'ANSI, le DG est très jeune. Ce qui veut dire qu'au niveau du pouvoir d'État, comme au niveau des partis politiques, on a commencé par faire confiance à la jeunesse. Quand je viens au niveau de l'entrepreneuriat, et là, c'est là où il y a eu beaucoup d'efforts, mais qui ne sont pas perceptibles parce que ceux qui en bénéficient ne sont pas pour en parler. Et pourquoi s'ils ont été satisfaits, quand même, ils doivent vous savez, il y a des secteurs où vous n'êtes pas censé sortir forcément parler. Les entrepreneurs ne sont pas censés aller sur les chaînes et dire « Ah non, on nous a fait ci, on nous a fait ci ». Non. C'est peut-être aux hommes politiques de sortir, de dire
Ah, le gouvernement a posé tel pas à l'endroit de la jeunesse. Le Fonds national du développement agricole, qui est là pour financer l'entreprise, l'initiative privée dans le domaine agricole, ça va profiter en majorité aux jeunes. Et quand on suit les choses, on voit que ça commence par prendre. Parce qu'aujourd'hui, au niveau de l'APS, il y a suffisamment d'entreprises que les jeunes enregistrent. Pratiquement 2000 par mois, selon les statistiques de l'INSAE. 2000 par mois. 2000. Les gens se formalisent. Les marchés publics, par exemple, aujourd'hui, ont été désacralisés. Par le passé, on sait que c'est le tonton qui a la grosse caisse qui est capable de mettre la main à la poche et faroter partout là, qui peut avoir accès au marché public. Mais aujourd'hui, quand vous êtes jeune, vous êtes entrepreneur, que ce soit une micro-entreprise, que ce soit une petite entreprise, que ce soit une moyenne entreprise, vous êtes en mesure de postuler. Parce que déjà au niveau du dossier d'appel d'offres, avant c'était payant. Bon, quand vous avez envie de postuler, le dossier déjà est à 100 000 et que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas acheter. Vous ne pouvez pas postuler. Aujourd'hui, le dossier est gratuit, quel que soit le montant de l'appel d'offres. Le dossier est gratuit. Et vous pouvez même l'obtenir en ligne. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer forcément avant d'avoir accès au dossier d'appel d'offres. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de startups qui postulent. Il y a des jeunes entrepreneurs qui postulent à ces choses-là. Parce qu'il y a beaucoup de facilité sur la chaîne. Et pour aller, la garantie de soumission, ceux qui sont dans les domaines comprennent un peu ce que je dis. Avant, c'était de 1 à 3% du montant que l'autorité contratante prévoit pour le marché. Mais aujourd'hui, elle est plafonnée à 1%. Elle est plafonnée à 1%. Ça, ce sont des choses que les gens ne savent pas. Des conditions créées. Oui, des conditions qui sont créées pour permettre à la jeunesse quand même d'entreprendre. Mais est-ce que cela est basé sur une réelle politique d'avenir? C'est ça justement, entre la formation et donc l'emploi. Est-ce que cela est basé sur une réelle politique d'avenir? Par rapport à cette politique, je crois que le président l'a dit et les gens ont un peu critiqué. Je crois que même avant que le président ne le dise sur vos plateaux, si j'en avais déjà fait qu'à une fois, nous n'avons pas été habitués à l'entrepreneuriat. Mais il y a des formations parallèles aujourd'hui qu'on peut faire. Moi-même qui suis ici, c'est vrai, je suis entrepreneur, mais je suis entrepreneur aussi. Il y a des formations parallèles que la jeunesse peut faire elle-même et y aller. Des formations, par exemple, dans le domaine agricole, il y a suffisamment de structures qui forment aujourd'hui. Pour l'installation de petites structures agricoles, il y a suffisamment de formations dans le domaine aujourd'hui, par exemple. Quand vous voulez entreprendre, il y a suffisamment de formations. Même à l'université aujourd'hui, il y a des formations parallèles dans le domaine. Entreprendre, il ne faut pas forcément avoir de tête pour entreprendre. Même quand vous avez votre petite cabine de bombe à harmonie, vous prenez quelque chose pour accompagner ça, c'est déjà important. Parce que les gens ne savent pas, c'est que dans ce secteur-là, quand on commence, c'est vraiment difficile, ça je vous l'avoue. Mais sur le long terme, vous voyez que c'est un bon choix que vous avez eu à faire. Ah, mais là, il faut être combattant, il faut endurer. Et si on n'est pas prêt pour le faire, on n'est pas prêt pour se sacrifier, faire le travail, aller à la recherche de l'information, parce que c'est aussi ça. Et à ce niveau aussi, le gouvernement a fait un grand pas, parce qu'aujourd'hui, dans les marchés publics, on a un portail pour les marchés publics sur le net, où vous avez déjà, peut-être en début d'année, vous avez tout ce qui est prévu pour être passé comme marché dans les ministères, dans les agences d'État et autres. Vous avez la période où ça sera lancé, quand est-ce que ça sera déployé. Vous avez toutes les informations sur ce site-là. Vous avez les plans de passation, vous avez même les procès-verbaux sur ces sites-là aujourd'hui. Donc, il y a suffisamment d'efforts qui ont été faits dans des domaines qui étaient censés être des domaines fermés, où il faut vraiment des grosses boîtes seulement pour postuler et gagner. La jeunesse est libre d'aller aujourd'hui. Et moi, j'en suis un exemple, quoi. Donc, je pense qu'on a mis les piliers qu'il faut, on a créé les ouvertures qu'il faut pour que les jeunes entreprennent. C'est vrai, on a été habitués plus à attendre que l'État organise des concours. Et je crois que beaucoup ont commencé par comprendre que ce n'est pas la meilleure option. Ce n'est pas la meilleure option aujourd'hui. La belle preuve, j'ai parlé des entreprises qui sont en train d'être créées régulièrement maintenant. Et ceux qui sont dedans ne s'en plaignent pas. Et je crois que avant, vous savez, quand on dit il y a concours par exemple de la douane, c'est une ruée, tout le monde court pour aller passer le concours de la douane. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, quand on dit concours de la douane, on aura l'effectif qu'on avait avant.
parce qu'on avait des intentions pas trop nettes quand on veut aller de ce côté-là. Oui, on dit, bon, on est d'office, c'est que quand je suis là-bas, je deviens riche. Alors que ce sont des fonctionnaires d'État. Pourquoi est-ce qu'on opterait à aller dans tel secteur ou tel secteur, au autre niveau de l'État? Parce que, bon, ça passe à côté. Et le président l'a dit, je crois, quand il était chez nous à Plateau, il a dit, il a fermé ses portes là aujourd'hui. D'accord. Donc, en parlant donc des acquis, il y a eu plus de promotion à la jeunesse au niveau de on a fait confiance à la jeunesse. Politique. On a promu la jeunesse, que ce soit des postes administratifs ou à des postes politiques. On a promu suffisamment de jeunes. On a fait confiance à la jeunesse. Et je crois que... En matière de création d'emplois, on en est à quel niveau? Un exemple très simple. Un exemple très simple. En termes de chiffres, je ne pourrais pas dire un chiffre exact, mais je dis en termes simples. Asphaltage aujourd'hui, ceux qui sont sur les chantiers d'asphaltage, les fourrages qui se font aujourd'hui, ceux qui sont sur ces chantiers, c'est des Béninois. Ce sont des emplois créés. Le ministère des Mines a lancé récemment... mais c'est temporaire, ça reste temporaire quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose... bon, d'accord, même si elle est temporaire, voilà, même si elle est temporaire, c'est déjà quelque chose. On a le programme spécial d'insertion dans l'emploi, par exemple, qui est pour 5 ans et qui est censé recruter 2000 jeunes par an pour le secteur privé, mais à la charge de l'État. Et qui a commencé effectivement et qui est géré avec sérieux. Mais c'est aussi une avancée, ça là. De toutes les façons, même si c'est temporaire, quand vous y allez, cela enrichit votre CV. Et c'est de l'expérience que vous avez. Et cela facilite votre employabilité à l'avenir. Ce programme qui est sur 5 ans, 2000 jeunes par an, sur 5 ans, et c'est pas mal payé non plus. Quand vous avez le bac, vous entrez dans ce programme-là, vous êtes à 100 000 francs par mois. Je crois que par rapport au SMIC dans le pays, c'est acceptable. C'est acceptable. Donc, la jeunesse aujourd'hui a intérêt à faire bloc pour qu'il y ait la paix dans le pays. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font. C'est comme on l'a dit, c'est que je crois qu'on a eu un quinquennat pour poser suffisamment de jalons pour que le pays décolle. Mais la manipulation justement de la jeunesse, ce sont les mêmes acteurs politiques qui sont à la base. Bon, je ne parlerai pas d'emblée de manipulation parce que moi je défends mes convictions. Nous avons des jeunes qui défendent leurs convictions aussi. Mais c'est vrai que dans cet élan de défense de la conviction de chacun, il y a des messages qui viennent qui ne sont pas forcément vrais. Et je crois, avec les événements qui suivent depuis qu'on a lancé l'élection présidentielle, beaucoup sont en train de comprendre déjà. Beaucoup sont en train de comprendre. Quand vous dites que vous êtes démocrate, je ne parle pas du parti. Je parle de l'individu qui accepte les principes de la démocratie. Et vous êtes dans une république. Et vous vous dites que les lois de la république ne vous engagent pas. En quoi est-ce que vous êtes démocrate? Je ne vois pas. Quand la loi est votée à l'Assemblée, elle a suivi tout le processus et elle a été promulguée, que vous soyez d'accord ou pas, elle s'impose à vous. Oui, mais ici, ce n'est pas la loi en elle-même qui pose problème. C'est surtout la configuration de l'Assemblée qui pose problème. Pourquoi les acteurs politiques aujourd'hui ont tendance tous à ignorer ce fait en réalité? Parce qu'il y a des groupes qui ne se sont pas représentés, par exemple, dans une bonne démocratie. Vous le reconnaissez? Non, vous savez, on a été à une élection pour mettre en place cette Assemblée nationale. La contradiction est un élément essentiel dans une démocratie. Si nous avons un Parlement qui est acquis à 100% à cause du chef de l'État, est-ce que ce n'est peut-être pas normal que d'autres pensent quand même que des lois, quelle que soit dans la sincérité mise donc dans l'application ou dans le vote de ces lois, que ceux-là n'est pas ce regard-là aujourd'hui plaintif? Je crois que ça me permet de tomber sur la question du parrainage qui a fait couler beaucoup dans le pays. La réforme du système partisan, telle qu'elle a été conçue, telle qu'elle est en train d'être mise en œuvre, ne devrait pas permettre qu'un individu
qu'il soit riche ou pauvre, qui n'est pas membre d'un parti politique, soit candidat. Mais là, nous sommes dans une phase transitoire. Parce qu'avec les élections législatives passées, tout le monde n'est pas parti. Et les gens n'ont pas été aux élections. Pourquoi? En son temps, quand la loi a été votée, les gens ont pris sur eux la décision de ne pas respecter cette loi-là. Mais si en son temps, les gens avaient rempli les formalités, ils seraient peut-être partis aux élections. C'est vrai, on n'est pas Dieu pour savoir ce qui aurait pu se passer. Mais si les gens s'étaient mis, si les gens avaient le certificat de conformité et que on les empêchait d'aller aux élections, on comprendrait aujourd'hui ce débat-là. Et mieux, quand on a dit, on est dans une phase transitoire, donc qu'on offre pour que ces partis-là qui sont à l'Assemblée nationale parrainent des gens qui ne sont même pas membres de ces partis-là. On a vu tout le débat qui a suivi. Ceux qui ont dit, si vous me donnez, on ne veut pas. Ceux qui ont dit, bon, ça c'est le député Godillot, on ne veut pas traiter avec eux. On a suivi tout. Mais à un moment donné, ceux qui ont traité ces députés de Godillot sont revenus pour dire, bon, on veut prendre des parrainages. Eh bien, si moi j'étais député, quel que soit peut-être la discipline du parti pourrait m'amener à le faire. Mais vous n'allez pas me traiter de député mal élu, de Godillot chaque fois, et puis revenir vers moi pour mon parrainage. Mais pour la paix dans le pays, les gens disent, bon, faisons l'ouverture. Moi, je suis républicain, un député qui est du bloc républicain. C'est parce qu'il a épousé l'idéologie de son parti. Parce qu'aujourd'hui, on ne crée plus les partis avec la réforme. On ne crée plus les partis n'importe comment. Vous déposez votre projet de société, vous déposez votre idéologie, on dépose tout à la création du parti. Mais ce n'est plus vous faites un règlement législatif, vous allez déposer pour créer le parti. Donc si je suis là, c'est que je suis d'accord avec ce que prône le parti là. Cela suppose que mon parti a déjà un projet de société pour le pays. En quoi est-ce que je serais d'accord pour parrainer quelqu'un qui n'est pas en conformité avec moi, mon projet de société que je défends? C'est pour la paix que cette ouverture a été faite, surtout par les députés de l'Assemblée nationale. Bon, que les gens ne veuillent pas accepter cette main tendue-là, c'est ça qui fait croire qu'il y a d'autres idées derrière la tête. C'est ça qui fait croire que carrément, soit on a décidé de ne pas aller aux élections, et qu'on veut peut-être faire ce qu'on a déjà vécu par le passé. Mais je crois que la jeunesse a déjà compris et on a vu, il y a eu des tentatives, mais ça n'a rien donné. Vous voyez. Mais aujourd'hui, on ne voit pas quand même la jeunesse en bloc comme vous l'avez souhaité. Oui. Il y a qu'on le veuille ou pas les sensibilités politiques. Il y a la jeunesse de mouvance, il y a la jeunesse de l'opposition aussi. Exactement. Et puis, c'est de bonnes guerres, hein. Nous sommes en démocratie, c'est de bonnes guerres. Et je l'ai dit tout à l'heure, je défends mes convictions, ils défendent leurs convictions. Mais il faut que dans la défense de ces convictions-là, nous ne nuisons pas à notre pays. Que nous ne nuisions pas au bien public ou au bien privé. Parce que le pauvre citoyen qui a peut-être souffert pendant des années pour mettre un petit commerce au bord de la voie, dans la foulée, il a voulu casser ça. Dieu seul sait combien d'années il peut faire avant de pouvoir reconstruire tout ça. Et dans ces cas-là, quand il y a des blessés, que vous le vouliez ou non, c'est que vous êtes blessé pour vous-même. L'intéressé dont j'ai parlé tout à l'heure, qui fait aujourd'hui le témoignage, qui a eu la main amputée, aujourd'hui il en souffre seul. Ceux qui l'ont mis devant en ce temps-là sont où aujourd'hui? Il va falloir qu'au niveau de la jeunesse, nous prenions conscience. Aujourd'hui, c'est notre avenir qui est en jeu. Et qu'on sache qu'il y a des limites qu'il ne faut pas il y a des limites qu'il ne faut pas franchir. Parce que face à l'État, comme on le dit, l'État c'est tout. L'État c'est tout. Nous sommes dans une république. Respectons les lois de la République. Si nous ne sommes pas d'accord avec les lois de la République, organisons-nous, prenons le pouvoir démocratiquement. Et venons faire ce que nous voulons proposer. Et c'est là où moi je ne comprends pas aussi ce que nous avons en face. Parce que durant tout le processus, d'abord ils n'ont pas été constants dans leur discours. Et je n'ai pas vu l'alternative qu'ils sont en train de proposer par rapport à celui qui est au pouvoir aujourd'hui que nous défendons. Si ce n'est pas qu'on dit que la démocratie est amène, la démocratie est... Mais attention. Qu'est-ce que vous proposez par rapport à ce qui est en train d'être fait dans le pays? Il a pris le pouvoir avec un projet de société.
Qu'on prenne ce projet-là, qu'on nous dise, dans ce projet-là, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, il a promis, il n'a pas fait. C'est clair qu'il y aura des choses qui ont été promises qui n'ont pas été faites. Mais dans ça aussi, il y a également des choses qui n'ont pas été promises qui ont été faites. Ça veut dire que ça compense. Donc, dans ce schéma-là, qu'est-ce qu'on nous propose? Il nous propose quelque chose de meilleur. Et je crois que ça peut aller. Mais dans le cas contraire, vous êtes dans un quartier. Vous avez un sorcier dans le quartier. Tout le monde sait que c'est le sorcier du quartier. On le connaît, on connaît ses habitudes. On sait que lui, là, c'est le sorcier que nous avons dans le quartier. Je sais que je peux le saluer. Je sais ce qu'il ne faut pas faire pour le provoquer. Je sais qu'il faut passer à côté ou je sais qu'il faut aller le saluer chaque matin. Donc lui, je le connais, je connais ses habitudes. Et je me lève un matin, je dis non, vraiment, ce sorcier-là, on va le faire partie du quartier. Mais il faut qu'il y ait forcément un sorcier là. Je le fais partie, j'amène un autre sorcier. Je ne connais même pas ce sorcier-là, je ne connais pas ses habitudes. Donc il faut déjà suffisamment de temps. Au cas où l'autre partirait pour s'habituer à celui-ci. Mais lui, il vient avec quel comportement, on ne sait pas. C'est pour dire quoi? On ne nous propose aujourd'hui rien comme alternative crédible pour qu'on dise, voilà, on a un candidat de l'opposition qui a proposé, voilà le projet qu'on nous met devant, et face à ça, on pense que celui qui est là ne peut pas, il n'y en a pas. On ne nous parle que de démocratie. Vous oubliez le duo Djemba Humpé, c'est ça? Je n'oublie pas le duo Djemba Humpé. Bon, qui nous sortent leur projet de société. Le candidat d'opposition. Je parle de tous les candidats de l'opposition. Qui nous sortent leur projet de société. Aujourd'hui, moi, mon candidat, la campagne n'a pas commencé, donc je n'irai pas trop dedans. Mais nous, on est prêts, on a déjà nos projets de société. C'est déjà prêt. Et c'est sûr que certains ont déjà vu sur les réseaux sociaux. Le développement, ça y est. D'accord. Maintenant, puisque vous en parlez déjà, la campagne s'ouvre dans 48 heures, donc ça va être le vendredi prochain. Alors, qu'est-ce qu'on attend de la jeunesse sur le front, puisqu'il y aura la jeunesse de ces partis politiques sur le terrain? Qu'est-ce qu'on attend de cette jeunesse? Quels sont les comportements à adopter dans le sens de la promotion de la paix? C'est un message que je vais adresser à tous les jeunes. D'abord, je crois qu'on l'a déjà suffisamment dit, nous devons prendre conscience qu'il est question de notre avenir. Parce que nos aînés politiques, là, ils ont fait leur temps. Ils vont passer, c'est nous qui serons au pouvoir. Si nous bousions ce pays aujourd'hui, nous allons gérer quoi? Cela me permet de rebondir sur ce que l'ancien président avait dit. Quand vous avez le boubou blanc là, quand il va partir, c'est le boubou blanc que vous allez venir porter et que vous jetez, l'huile rouge, vous viendrez porter ça avec l'huile rouge là également. Est-ce que vous voyez? Donc moi, je crois que la jeunesse doit aujourd'hui réfléchir, prendre conscience et savoir que c'est de son avenir qu'il est question. Et principalement la jeunesse de la mouvance présidentielle, moi je dirais ceci, que ce soit de mon parti blanc républicain, que ce soit de l'UP, de l'UDBN, de Mouel Béné et autres, il est temps qu'on s'organise. Et je crois qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été faites sur le terrain. Parce que pour moi aujourd'hui, c'est la mobilisation que la jeunesse doit faire pour montrer au président que nous sommes vraiment avec lui. D'abord nous-mêmes. Par nous-mêmes, cela commence d'abord par nous-mêmes parce que c'est une période qui va nous conduire à poser l'acte citoyen. Et cet acte citoyen-là, il faut que nous puissions vraiment le poser. Et non seulement nous, mais notre entourage également. Il faut qu'on fasse ce travail de mobilisation-là. Et ça, c'est ce message que j'adresse à toute la jeunesse de la mouvance présidentielle. La mobilisation, je crois que c'est le défi que nous avons pour cette élection-là. Et quel est le discours adopté sur le terrain? Le discours sur le terrain? Bon, déjà, le discours, je crois que nous avons notre projet de société, nous allons faire campagne avec. Nous allons faire campagne avec. Et à côté de cela, le discours de paix. Parce que même quand vous adoptez une posture de quelqu'un qui veut la paix et qui a la provocation à côté, d'autres peuvent répondre à ça. Donc je crois qu'il faut avoir l'objectif en tête qui est la réélection de notre candidat.
C'est ça l'objectif. Et avec un taux de participation qui donnera une légitimité qui va vraiment faire taire nos opposants. C'est l'objectif pour, ça, c'est l'objectif pour la jeunesse au niveau de oui, la oui, mouvance. Oui, ça doit être l'objectif au niveau de la jeunesse. Faire la forte mobilisation pour le vote du 11 avril. Mais le camp d'en face, la jeunesse d'en face, a certainement également ses objectifs. Donc sur le terrain alors, quelle que soit donc la vision de chacun, le discours doit quand même être discours de paix. C'est bien ça. Forcément. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'au cas où, parce que qu'on le veuille ou non, il y a parfois des brebis galeuses. Et donc, au cas où des provocations viennent, c'est à nous de savoir comment nous contenir. Mais en réalité, ce ne sera pas le moment des provocations, mais chaque candidat essaie de convaincre à partir de ses arguments. Exactement, essaie de convaincre à partir de ses arguments. Et vu le contexte, il faut forcément que chaque candidat, chaque équipe de campagne puisse passer le message de paix aux populations. Parce qu'il faut, c'est une sensibilisation aussi qu'il faut au niveau des populations pour que ça puisse aller. Parce que quand le jeune est dans sa maison où la maman est là et puis n'est pas sûr qu'elle peut sortir, aller voter en paix et revenir, c'est pas évident qu'elle puisse sortir. Donc ce message doit être le message de tous les candidats. Le message de paix doit être le message de tous les candidats. Parce que la maman qui reste, parce qu'elle a peur qu'il ne soit pas, on ne sait pas pour quel duo elle veut voter. Qu'est-ce que vous voyez? Donc les trois duos doivent faire ce travail-là à travers toutes les équipes sur le terrain. Les états-majors doivent passer au-delà du programme de campagne qu'ils ont. Il faut quand même que le message de paix puisse suivre également. C'est très important vu le contexte dans lequel nous sommes actuellement. D'accord. Merci Abdoulaziz Abouba. Vous êtes donc diplomate de formation, membre fondateur du bloc républicain, coordonnateur départemental du lien national et puis membre du groupe de réflexion des ENAC pour la République. Avec vous, nous allons parler donc de la jeunesse face aux enjeux de la présidentielle de 2021. Vous avez donc invité la jeunesse à contribuer à la pacification du processus électoral en cours. L'enjeu principal donc étant conserver la paix. Et selon vous, vous êtes revenu sur ce plateau sur les acquis et bien sûr de cette jeunesse-là, du régime bien sûr qui est finissant, voilà, du régime finissant, la promotion donc de la jeunesse lors des nominations, la promotion de la jeunesse au niveau donc du renouvellement de la classe politique, les initiatives ou programmes développés pour donc réduire le chômage et puis améliorer donc la formation des jeunes. Merci à vous d'avoir accepté donc participer à ce débat sur un matin DDN.